Donc nous, on va enchaîner sur le sujet des microservices. On va rentrer dans un peu plus de concret avec une proposition de recette pour confectionner vous-même vos propres microservices, votre architecture. Mais avant, on va commencer déjà par se présenter. Donc, de façon pas très polie, je me présente tout de suite. Donc, David Martin, je travaille chez Hippon en tant que consultant. Je suis responsable du pôle conseil chez Hippon. J'ai eu à travailler sur ce sujet-là et on a accompagné quelques clients sur cette problématique. Et vous allez voir que les ingrédients de la recette ont été éprouvés, pas que par les auteurs du code, mais aussi de façon concrète chez Hippon. Moi, je m'appelle Christophe Lopez, je suis consultant Hippon. Et moi, j'ai travaillé sur cette partie, j'ai utilisé la stack dont nous allons parler. Et j'ai essayé de mettre en place un petit architecture. Et donc, je l'ai moi-même testé. Enfin, et on a travaillé ensemble sur le sujet. On va commencer tout de suite. Je vais vous donner une définition assez succincte de ce que serait une architecture orientée microservices. Il y a un excellent papier de Martin Fowler à ce sujet, qui a été un peu l'un des premiers à discuter un peu de microservices en général. Il faut savoir qu'il s'agit en fait d'une architecture qui repose sur un ensemble de services au couplage faible, ça c'est très important, et au périmètre strictement délimité. Couplage faible, ça signifie que chacun des services est clairement séparé. Il n'y a pas de liaison physique entre chacun. Et si le périmètre est strictement délimité, ça signifie que tout est toujours dans cette notion de couplage faible, que chaque responsabilité métier est bien isolée les unes par rapport aux autres. Martin Fowler ajoute que chaque service fonctionne dans son propre processus, dans cette histoire de couplage, et communique via une interface légère. On a eu un aperçu tout à l'heure, ça peut être du HTTP ou une API légère web. Et donc c'est toujours le périmètre délimité par cette responsabilité métier. Alors, quand on choisit de s'orienter sur une architecture microservice, on le fait parce qu'on a déjà quelques idées en tête. On va surtout chercher derrière à avoir une architecture qui a une capacité de scalabilité importante. Derrière, on va même chercher à avoir une scalabilité pertinente, précise, qui va pouvoir répondre à des besoins bien particuliers sur certaines sollicitations. Ça fait écho à la présentation de Gilles précédemment. En fait, il mettait en avant le fait que certaines parties vont avoir des besoins de réponse à la charge différentes d'autres parties. Et donc là, on va chercher à optimiser ça. Il y a différents facteurs qui font qu'on a envie d'optimiser ça. Il y a un facteur coût lorsqu'on est hébergé sur le cloud et qu'on paye la ressource. On va chercher à ne consommer que ce qui est strictement nécessaire. Et donc, si on a un besoin de scalabilité, plutôt que de multiplier des choses qui ne sont pas forcément utiles, on va plutôt multiplier des choses qui sont fortement sollicitées. D'ailleurs, on va aussi chercher à avoir l'aspect de résilience. L'idée, ça va être de pouvoir être robuste à un incident, quel qu'il soit, et donc de pouvoir avoir un uptime le plus important possible, et donc de chercher les 99 et les virgules qui vont derrière, avec toute une batterie d'instances qui vont permettre, lorsque une fait défaut, de pouvoir se reposer sur les autres et de continuer à servir les clients avec un minimum d'erreurs d'un point de vue extérieur visible. L'autre chose qui peut être intéressante lorsqu'on cherche à mettre en place une architecture microservice et qui peut être un argument pour la vendre dans son entreprise, c'est le côté d'adaptabilité. Il va être plus simple de faire évoluer des services atomiques plutôt que de faire évoluer un monolithe. Lorsqu'on a une modification à faire sur une partie d'une application et que celle-ci appartient à un gros ensemble, c'est le gros ensemble qu'il va falloir relivrer. Donc la capacité de s'adapter, l'impact derrière, le risque de régression, etc., il va être porté par l'ensemble de l'applicatif. Dans une architecture microservice où on aura pris soin de découper en petites entités autonomes, si on doit faire une évolution sur l'une d'elles, on ne va relivrer que cet ensemble-là. Donc voilà au moins quelques objectifs que l'architecture peut servir. Du coup, on va pouvoir passer sur ce terme de microservice dont a parlé Gilles tout à l'heure. Gilles a dit que ce n'était pas vraiment un buzzword, pour la raison qu'il vous a expliqué. Nous, on pense quand même que c'est quand même un peu buzz, du fait que, je veux pas te contrarier, désolé. On pense quand même que c'est devenu un petit peu buzz du fait que, malgré que ce soit quand même déjà assez éprouvé aujourd'hui, il y a quand même déjà des architectures qui existent en microservices, c'est quand même assez récent comme terme et comme façon de développer. Et du coup, ce thème vous présente, on entend beaucoup parler de microservices en ce moment. Et c'est pour ça qu'on va enchaîner sur la suite.
et vous montrer en quoi c'est composé. Alors globalement, au début, lorsqu'on essaie de construire une architecture microservice, on va se retrouver avec un ensemble de services qui vont potentiellement avoir des interactions les uns avec les autres. Du coup, on va avoir une certaine dépendance qui va se créer entre les différents services. Certains services pour fonctionner vont avoir besoin d'en appeler un ou n autres. Donc on va avoir un arbre de dépendance qui va commencer à se tisser. Au début, c'est relativement simple. On voit qu'on peut avoir ici quelques services qui vont dépendre de quelques autres. On arrive globalement à avoir une map qui reste exploitable. Lorsqu'on a une poignée de services, même jusqu'à 105, ça commence déjà peut-être à avoir une map un peu plus complexe au niveau dépendance, et que l'on continue de croître, on peut arriver sur des choses comme ça. Et là, on se rend compte que l'ensemble des dépendances, les interdépendances entre services, peuvent devenir quelque chose de complexe. Derrière, on imagine aussi que chaque service qui a une dépendance vers un autre, chaque service va être décliné en n instances pour répondre à des besoins de charge et de résilience. On aura au moins 2 instances très souvent. Donc globalement, plus on va croître, si on n'a pas prévu un petit peu cet effet de toile qui va se tisser, on peut arriver à un état qui est fatal, et donc on le voit assez souvent. Ce qu'on a vu juste avant, ça ressemble un petit peu à l'étoile de la mort, et globalement, on peut se retrouver avec beaucoup de services qui ont des interdépendances très fortes et très nombreuses. Et si on n'a pas anticipé ce phénomène avec l'outillage pour pouvoir tracer ces relations entre services, globalement, on va arriver sur une architecture qui va devenir très opaque. On peut clairement affirmer que les architectures microservices ne sont pas magiques. Ça ne marche pas comme ça, on branche des choses, on lit toutes les instances ensemble et c'est censé fonctionner dans le plan seul. Il y a beaucoup de challenges qui sont posés par ce genre d'architecture distribuée. Il n'y a manifestement pas de haute disponibilité par défaut, ça se travaille. Et aussi, la gestion du parc du service n'est pas automatique. C'est pas on lance tout, on laisse tourner et après on s'en occupe. Donc clairement, il y a d'autres challenges qu'on n'a pas cités, mais il y en a plusieurs qui font que ce genre d'architecture doit être réfléchi avant de pouvoir être pensé et développé par la suite. Et pourquoi? Si vous avez les bonnes raisons et que vous pensez que ce genre d'architecture pourrait correspondre à votre besoin, nous allons faire une petite liste des choses qui pourraient vous aider à commencer, en tout cas, à pouvoir bâtir cette architecture. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça vient avec un coût, une architecture microservice. Ce n'est pas une solution magique. Derrière, si vous souhaitez mettre ça en place, ça va induire un type de complexité, la complexité que l'on n'aura pas forcément de la même façon sur une application monolithique, mais ça ne vient pas avec une complexité zéro. Donc il faut juste savoir prendre en compte cet aspect-là avant de se lancer dans ce type de refonte d'architecture ou de construction d'architecture. Déjà, pour pouvoir concevoir une telle architecture, il faut avoir quelques concepts en tête, il faut essayer de les éclaircir. On parle de microservices, il y a beaucoup de débats sur micro, c'est quoi la taille. Il y a eu un petit peu cet aspect-là qui a été évoqué tout à l'heure par Gilles. Quand est-ce qu'on est macro, quand est-ce qu'on est micro, quand est-ce qu'on est trop micro et qu'on devient nano. Globalement, il y a une notion de granularité et il y a un certain nombre d'indicateurs qui vont permettre de trouver la bonne granularité. Tout à l'heure, Gilles en a cité quelques-uns qui permettent de savoir où est-ce qu'on va mettre les pointillés pour faire le découpage. Par exemple, quand on part d'un monolithe et qu'on veut restructurer une application en microservice. Donc il va falloir être familier de cet exercice de la définition de la bonne taille du microservice. Ensuite, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, il va y avoir de l'intercommunication entre services qui se fera par bus dans certains cas, mais aussi et dans pas mal de cas par échange sur un protocole qui très souvent sera de l'HTTP. Et donc, on va utiliser effectivement des outils communément utilisés dans les développements web et on va créer des API web. Mais créer des API web, ça peut se faire de mille et une façons. Le but ici, ça va être de créer des API web qui vont permettre l'évolution de chacun des services. On n'a pas évoqué le sujet dans la présentation précédente, mais c'est un sujet qui revient assez souvent, c'est comment on fait lorsqu'il y a une montée de version. Comment, lorsqu'on rajoute des features, ne pas tout péter, notamment au niveau des services qui dépendent de celui qui est en train de monter de version et qui rajoute des fonctionnalités. Eh bien, la façon de créer l'API web va pouvoir faciliter l'adoption d'une nouvelle feature sans rompre la compatibilité avec l'existant. C'est là où il va falloir se pencher sur un certain nombre de concepts qui peuvent être utiles. Alors moi, je suis assez défenseur du style architecture REST, donc du coup, j'en fais un peu la pub là. Il y a un certain nombre de choses qui sont décrites dans ce style d'architecture qui vont permettre justement de construire des interfaces entre services évolutives.
en tout cas qui facilite les évolutions. S'appuyer sur un ensemble de relations hypermédias dans les représentations des ressources, c'est quelque chose qui n'est pas totalement délirant et qui va, à mon avis, apporter pas mal de choses. Avoir une approche au niveau client qui soit relativement souple au niveau de la consommation des messages, c'est-à-dire ne pas exploser lorsqu'un nouvel attribut dans une représentation apparaît, mais plutôt dire « Ok, il y a un nouvel attribut, mais finalement, moi, j'en ai pas besoin, je l'ignore ». C'est un ensemble de pratiques comme ça que l'on va pouvoir mettre bout à bout pour construire des interfaces entre services qui vont être souples et permettre justement de continuer à faire vivre les services de façon indépendante et de ne pas rompre l'équilibre de l'architecture globale. Il y a pas mal de choses. On peut citer aussi le choix de MediaType qui vont permettre aux développeurs de se retrouver avec des interfaces qui ont globalement une homogénéité dans la façon de représenter les données. Et donc, du coup, ça va être plus simple de communiquer entre les équipes sur la façon de construire les clients qui vont consommer ces dites interfaces. Et enfin, il y a un certain nombre de sujets qui ont été un petit peu abordés tout à l'heure, et justement, c'est tout l'intérêt de nos deux presses, c'est qu'on va les compléter. Il y a pas mal d'aspects qui sont importants, voire vitaux, au niveau de la conception de l'architecture. Bien évidemment, vous allez écrire des microservices, donc vous allez développer des mini-applications qui vont rendre un service très précis, mais cet ensemble, cette nébuleuse de services, il va falloir lui donner un ordre pour éviter que ce soit le chaos. Et donc pour ça, il va falloir poser des solutions qui vont solidifier l'infrastructure. Parmi les concepts qui sont extrêmement importants, voire vitaux, il y a cette notion d'annuaire de service, les registries. Et donc là, je vais appuyer un peu tout. Donc du coup, je passe la parole à Christophe qui présente les différents points importants de la conception. Donc les différents points importants de cette conception, on pourrait commencer par déjà un annuaire de service. C'est-à-dire que chaque service devrait pouvoir s'enregistrer, se situer par rapport aux autres services dans un endroit, qui puissent communiquer après entre eux. Ensuite, il faudrait pouvoir contrôler le flux de requêtes entrantes dans le service, pour savoir après quelle est la stratégie adoptée pour la répartition de la requête parmi les autres services qui sont de l'architecture. Il faudra aussi, comme on a parlé tout à l'heure, s'occuper de cette histoire de faute tolérance, la panne. Comment faire si jamais un service tombe au moment où la requête est reçue, ou si le service doit communiquer avec un autre service, que ce service tombe, etc. Comment gérer la panne. Et enfin, pouvoir centraliser et agréger des logs, pouvoir avoir un visuel en real time de comment est le service, comment l'architecture, comment se comporte l'architecture. Et du coup, pouvoir après prendre des décisions adéquates si jamais un service est trop surchargé, par exemple, ou si un tombe et qu'il n'arrive pas à se relancer. En fait, les architectures microservices ont surtout été adoptées par les grands du web. Pourquoi? Parce que c'était eux qui étaient surtout exposés à des problématiques de scalabilité importantes. Et donc, pour répondre aux différents problèmes de conception qui ont été cités juste avant par Christophe, il y a un certain nombre de solutions qui ont été développées par les uns, par les autres. Il n'y a pas une vérité. Chacun y allait un petit peu de sa recette. Et donc, on trouve des solutions qui sont à la base créées pour répondre à leurs propres besoins. Les différents acteurs ayant des contraintes et des problématiques propres, même s'il y a certains radicaux communs. Et donc derrière, ils ont construit ces solutions d'aide à l'architecture des microservices, chacun de leur côté. Certaines approches, lorsqu'on compare les différentes approches, quand on regarde comment Airbnb, par exemple, gère ces problématiques-là et qu'on compare par rapport à Netflix, on voit qu'il y a des concepts qui sont communs, même si derrière, les implémentations diffèrent très lourdement. Au final, on retrouve toujours à peu près les mêmes problématiques. Il faut répondre au moins aux 4 problématiques qu'on a citées avant. Et donc, ces réponses multiples vont engendrer un certain nombre de questions. Là, il y a une petite liste de questions. Bon, on a choisi les plus importantes. Déjà, étant donné tout cet ensemble de solutions, que ce soit chez Netflix ou chez Airbnb, par exemple, lesquelles choisir, lesquelles on mettra en œuvre pour pouvoir construire cette architecture. Est-ce qu'ils fonctionneront ensemble, si jamais ils ne viennent pas de la même stack, les uns par rapport aux autres? Et surtout, est-ce qu'ils ont déjà fait leurs preuves? Est-ce que ces composants-là, dans leur utilisation, ont déjà montré qu'ils pouvaient tenir, surtout à la charge, je pense à Netflix, par exemple. Et du coup, ces questions-là sont assez importantes, car vous ne pouvez pas revenir après, à moins de changer la technique carrément. C'est assez important car
final, tous ces composants devront être homogènes pour avoir du coup bien sur cette architecture. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est une recette qui va mettre en œuvre des choix. C'est une recette parmi N recettes possibles. Comme on a dit précédemment, il y a eu plusieurs approches qui ont été proposées par différents grands du web. Certaines, pour la majeure partie, elles sont décrites sur des blogs techniques, donc on a accès à la façon dont ça a été implémenté. Il y a certainement d'autres acteurs qui ont développé leurs propres outils, qui n'ont pas forcément communiqué dessus, qui n'ont pas forcément open sourcé les solutions. En tout cas, parmi celles qui sont accessibles pour n'importe qui, on peut composer un certain nombre de recettes différentes. Donc là, encore une fois, on en propose une seule, testée et approuvée, qui va être basée sur 4 ingrédients. Un peu comme la recette qui est ici basée sur 4 ingrédients, donc vous pouvez avoir le lien à la fin si vous voulez en faire. On va décrire, pour chaque point qui a été cité tout à l'heure par Christophe, dans les subtilités de conception à couvrir impérativement au niveau des architectures microservices, une solution qui va répondre avec des avantages que l'on va présenter, potentiellement des inconvénients aussi, sur lesquels on va revenir, mais qui globalement donne quelque chose d'harmonieux. C'est-à-dire que les 4 solutions que l'on propose pour répondre aux 4 problématiques vont fonctionner ensemble de façon efficace, sans poser de problème. On peut toujours rencontrer, lorsqu'on essaie de faire des choses hybrides en prenant quelque chose pour la fault tolerance ici, quelque chose pour le service registry ici, des problèmes de fonctionnement avec les briques, les unes avec les autres. Là, l'idée, c'est de proposer quelque chose qui fonctionne de façon harmonieuse ensemble. Alors, globalement, le niveau en bas de la recette, alors là, c'est le niveau de la recette culinaire, hein, mais ça se colle à peu près à notre sujet. Le niveau de compréhension est moyen. Vous allez voir, c'est assez simple de comprendre comment fonctionne chacune des briques. Il n'y a pas besoin d'être expert dans chacune des technologies. Par contre, en temps de préparation, lorsque vous mettrez en œuvre, vous risquez de dépasser légèrement les 25 minutes. Ça, c'est bon pour la recette. Dans la vraie vie, ça risque de prendre un peu plus de temps. Il n'y aura pas de cuisson. Et par contre, le prix sera relativement abordable parce qu'on s'est appuyé uniquement sur des solutions open source. Alors après, solution open source ne dit pas coût zéro, dit juste pas de licence. Ça ne veut pas dire que derrière, on ne va pas essayer de trouver un minimum de support. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas investir du temps sur la montée en compétences. On reviendra sur ces détails-là à la fin de la présentation de la recette. Mais globalement, on n'a déjà pas un ticket d'entrée qui est imprimé fort par un éditeur avec un gros chèque à faire pour juste commencer à utiliser. Du coup, on en parlait tout à l'heure. On parlait de Netflix. On s'est basé sur la stack de Netflix. Pourquoi? Parce que Netflix, on le connaît, c'est un système de VOD qui est très à la mode en ce moment, à cette architecture qui est vraiment tentaculaire. Leur emprise commence à être de plus en plus importante dans le monde. Au départ, c'était aux États-Unis, c'est arrivé des années 2010 en Europe, là ça commence à arriver en France, c'est vraiment en France, je crois. Où ça commence vraiment à s'étendre et donc ils ont de plus en plus de clientèle et d'utilisateurs. Netflix, eux, ils utilisent la plateforme Amazon Web Service pour créer leur architecture. Et aussi, ils ont eu la gentillesse de partager leurs outils, les outils qui sont créés en interne pour leur architecture. Donc ils les ont open sourcés dans une stack qui s'appelle la Netflix. Pour la petite stat, ils sont passés d'un monolithe, comme à peu près par des applications de service, en 4 ans, environ, 2008 jusqu'à 2012 à peu près, parce que justement il y avait ce problème il y avait beaucoup d'utilisateurs et qu'ils avaient cette nécessité d'être plus scalable, s'orienter vers plus de monde pour pouvoir se répandre un peu plus. Ils ont plusieurs dizaines de projets open source, pas que orientés au service, ils ont des outils de déploiement, des outils de testing, on en a parlé tout à l'heure, c'est Signal Army, avec Jonathan Monkey, etc. Ils ont du monitoring, management des services, aussi des outils de big data, des outils de persistance de données, etc. Donc, ils ont pas mal d'outils qui ont été écrits que eux ils utilisent et dont ils donnent un support et qui est libre open source sur Internet. En combinaison de la stack Netflix, on a décidé d'utiliser aussi Spring, plus particulièrement Spring Cloud. Spring Cloud est né très récemment aussi, et ils ont cette ambition de rajouter à leur offre architecture distribuée avec leur offre cloud, d'intégrer des technos Netflix à leur solution. Ce qui supporte du coup, le principe
L'intégration, du coup, est facilitée. Spring a cette faculté à rendre les choses simples, notamment du fait que la configuration soit simplifiée, c'est basé sur du Spring Boot à l'origine. Il y a toute une panoplie de starters, que ce soit pour vous donner les noms des applications, l'activation des features, qui est une configuration de Dynamics, des annotations en Java. Et enfin, une intégration quasi transparente des composants. On utilise le REST complet pour monter sur les services qui sont utilisés par ça. Alors avant de commencer sur le premier ingrédient de la recette, qui pourrait être le chocolat, mais qui va être autre chose, on a choisi Netflix pas parce qu'on a des actions chez eux, mais parce que derrière on sait que par retour d'expérience publique et notoriété publique, qui sont exposés à une charge et des problématiques de tenue à la charge qui sont très importantes. Et derrière, ils ont fait le choix de développer un certain nombre d'outils dans un langage qu'on connaît relativement bien chez Ypon, donc en Java, ce qui rend du coup l'exploration du code de leurs différentes solutions plus accessible en tout cas pour nous. C'est plus limpide que s'ils avaient tout écrit en Go, en tout cas. Go, c'est vraiment très bien, mais c'est juste que chez Ypon, c'est pas notre spécialité. Donc du coup, voilà, ça justifie au moins par l'accessibilité et par le fait que ça soit rodé et éprouvé sur une plateforme internationale et mondiale à très forte charge, le fait de se pencher sur cette solution, cet ensemble de solutions. Donc, petit aparté fini, on va commencer à zoomer justement sur les 4 ingrédients de notre recette de ce soir. Le premier point qui a été cité, c'était cette problématique de service registry, donc d'annuaire, qui va permettre à un service esselé de savoir à qui s'adresser s'il a un besoin d'appel. Pour expliquer un peu plus précisément ce besoin d'annuaire, lorsqu'on a une architecture microservice qu'on a dit précédemment, ça induit forcément derrière une communication inter-service. Le plus souvent sur un protocole qui est HTTP. Derrière, qui dit communication, dit lorsque A veut parler avec B, il va falloir qu'il sache où est-ce que B est. Soit on peut l'hardcoder, qui est une approche potentielle, mais qui ne va pas faciliter la scalabilité. Soit on utilise d'autres stratégies pour découvrir où est B. Certains penseront à des annuaires d'antan d'architecture SOAP, mais ce ne sera pas le sujet de ce soir. Lorsqu'on parle d'architecture microservice, on introduit aussi cette tolérance à la panne, et qui dit tolérance à la panne dit potentiellement des instances qui vont être up à un moment donné, puis down, puis re-up, puis re-down, s'il y a vraiment un problème. Et donc du coup, le cycle de vie n'est pas prédictif. On ne peut pas garantir qu'une instance va être 100% up. Globalement, on souhaite que le service le soit, mais le service, il est assuré par N instances. Et parmi ces N instances, il y en a qui meurent, il y en a qui sont relivrés, il y en a qui ont des problèmes de ralentissement qui les rendent impropres à la consommation. Donc le cycle de vie pose potentiellement un problème. Il faut l'introduire dans la découverte des services dont on a besoin. Et donc pour pouvoir communiquer, il va falloir avoir cette capacité de deviner, alors vous allez voir, il n'y a pas de magie derrière tout ça, de deviner quels sont les interlocuteurs qui sont aptes à répondre à l'instant T au moment où on en a besoin. Donc la réponse que Netflix propose, c'est une solution qui s'appelle Eureka. Donc là, c'est plutôt habile comme titre. Donc la solution, c'est bien sûr Eureka. Et comment ça va fonctionner cette chose? Globalement, Eureka, c'est une solution à 2 têtes. Déjà, il y a un premier service, le serveur, qui va être le centralisateur, l'annuaire, de l'ensemble des instances qui sont up à un instant T. Ensuite, il y a un composant client. Le composant client, il va être embarqué sur chaque instance de vos microservices. Sa responsabilité à lui, c'est de communiquer avec le serveur. Lorsque votre service démarre, il va aller s'enregistrer. Dans la configuration, il sait où trouver le serveur Eureka. Donc globalement, il va l'appeler, il va dire je suis une instance du service A, je suis à telle adresse, sur tel port, prends en compte. Ça, c'est sa première responsabilité au client sur votre instance. Sa deuxième responsabilité, c'est régulièrement, quasiment aussi régulièrement qu'il va resaluer le serveur pour dire je suis toujours up, eh bien, il va aussi demander au serveur, donne-moi donc au fait la map de l'ensemble des services qui sont up à l'instant T. Alors au début, il ramène toute l'information, donc il récupère au premier appel une copie locale de l'état d'Eureka serveur, et ensuite, c'est relativement bien fait, c'est juste un delta qui transite, pour éviter que ce soit un peu trop de chatty sur les tuyaux. Donc chaque client
va avoir une copie locale de l'état du serveur. Peut-être que vous commencez à deviner quel est peut-être l'intérêt de la chose. Si vous ne l'avez pas deviné, il suffit de lire juste en dessous force d'Eureka, c'est écrit. Globalement, ça veut dire que si l'instance du serveur tombe, les clients qui se sont enregistrés et qui ont dès le début récupéré une copie locale ont une image, une mémoire, qui n'est valable évidemment qu'à un instant T, mais on peut imaginer quand même que vos services ne font pas que up-down tout le temps, qu'il y a un minimum de stabilité, même si de temps en temps quelques-uns peuvent se prendre les pieds dans le tapis. Donc si un client n'arrive plus à demander à Eureka Server quelle est donc l'instance disponible pour que je puisse papoter avec, il peut s'appuyer tout simplement sur sa copie locale. Et sa copie locale va lui donner, avec un peu de chance, une instance qui est toujours up à l'instant T. Et si jamais elle était plus up à l'instant T, il a récupéré toute la grappe. Donc potentiellement, il a la liste des autres qui pourraient potentiellement être up. Donc là, on a un découplage qui est intéressant et on n'a pas de SPOF. Le serveur Eureka qui est introduit n'est pas un point faible dans votre architecture. C'est un facilitateur. Il se prend les pieds dans le tapis, il tombe. C'est pas grave. Les clients vont continuer à travailler sur leur inertie, sur leur cache locale. Lorsque vous relancez le serveur, vous pouvez le relancer un petit peu plus tard. Et là, du coup, on n'est pas forcément obligé d'avoir une stratégie multi-serveur côté Eureka. Vous le relancez un peu plus tard. Les clients vont se réenregistrer. La map va être reconstruite. Et les clients vont récupérer une version rafraîchie. Donc, on voit que là, on n'a pas un point de faiblesse. Donc, c'est quelque chose de relativement intéressant. Autre caractéristique, on l'a dit tout à l'heure, Netflix s'appuie sur la plateforme d'Amazon au niveau web service. Une des caractéristiques de la plateforme d'Amazon, c'est qu'il y a une notion de région. Et Netflix utilise cette notion de région, puisque derrière, ils ont des problématiques de diminution au maximum de la latence du point de vue utilisateur final. Donc, ils vont essayer de servir les contenus au plus près de l'utilisateur final. Donc, ils vont favoriser un certain nombre de régions en fonction de l'appelant. Lorsque quelqu'un de la côte Est appelle aux États-Unis, en France, on n'est pas logé à la même enseigne. Amazon n'a pas encore subdivisé la France de façon trop fine. Pour l'instant, il voit la France comme un truc dans l'Europe, et l'Europe, c'est... La granularité fait défaut en Europe pour l'instant. Mais ça va venir, paraît-il. En Allemagne, ils commencent à faire des choses. Donc globalement, aux États-Unis, en tout cas, c'est vraiment pertinent. Lorsqu'un utilisateur sur la côte Est a envie d'appeler un service, cette notion de région et d'affinité géographique va être mise en œuvre pour fournir une liste de services aptes à répondre, mais au plus près. Et donc du coup, il y a une subcatégorisation des services sous ce couvercle de la régionalisation de l'infrastructure Amazon. Si vous décidez d'héberger vos services et d'avoir un service mondial, on va dire Twitter killer, et que vous achetiez chez Amazon votre infrastructure, vous pourriez être intéressé par cette fonctionnalité. Mais vous pouvez aussi la détourner dans votre propre infrastructure à votre propre profit et utiliser cette notion de région pour avoir une subdivision et la mettre à profit pour la qualité de service. Donc, si on devait résumer rapidement sur un schéma comment cette liaison, comment ce lien entre serveur et client devrait fonctionner. Là, donc, on a la clé de serveur, le serveur Eureka, et ici deux instances. Ce sont deux clients Eureka différents. Donc, dans ce cas de figure, chacun va se lancer et ils vont s'enregistrer sur le serveur Eureka. C'est pour dire, je suis là, je suis up, je ne suis pas un serveur de la. Dans le cas de figure où le service A aurait besoin d'appeler le service B pour une raison quelconque. Ce qui va se passer, c'est que le service A va demander à Eureka où se trouve le service B. Eureka est le seul à pouvoir savoir, à déterminer où est le service B dans ce qu'il veut enregistrer. Dès que Eureka va lui donner l'adresse de B, à ce moment-là, le service A va pouvoir appeler le service B. Et le service B peut renvoyer le service A par la suite. Du coup, c'est vraiment, le serveur est vraiment un annuaire. Voilà, on demande au serveur où est l'instance du serveur destinataire, il va la donner, et après, il y a juste à faire la communication entre les deux. Une particularité à rajouter sur la partie du haut, c'est que lorsqu'on a plusieurs instances de serveurs qui sont concurrentes, chacune va être cliente de l'autre et serveur de l'autre. Et donc en fait, il va y avoir un lissage de la connaissance de la topologie de l'infrastructure microservice entre les différentes instances. Donc ça va fonctionner out of the box. C'est des choses qui sont assez intéressantes dans les solutions qui sont apportées par Netflix, c'est que globalement, il n'y a pas besoin de recabler grand-chose pour que ça soit opérationnel et que ça produise des effets chez vous.
Contrairement à d'autres stratégies qu'on détaillera pas, mais qu'on pourra détailler tout à l'heure, comme remplacer Eureka par du Zookeeper, il y a un peu plus de travail à faire pour arriver au même niveau de fonctionnalité. On peut l'atteindre, mais avec un peu plus d'effort qu'avec ce type de solution. Donc, toujours dans le thème d'effort, voici deux morceaux de code. Du fait que celui-ci soit pour déclarer un serveur et celui-ci pour déclarer un client. Là, je parlais de l'annotation string. Il y en a deux, simplement pour lancer au moins un out of the box un serveur. Il suffit juste de déclarer en tant que string d'application. De mettre cette annotation donc en bleu enable le host server et de lancer l'application string. Ça va faire spawn. Donc, on va faire un serveur par la suite. Il y a un petit peu de chose derrière, j'en parlerai. Le client, dans le même style, on déclare les deux annotations de base, de configuration et il y a de l'autoconfiguration pour que justement il y ait moins de configuration à faire pour un premier lancement, et la notation enable le retard final. Et derrière ces deux classes, chacune a un fichier de configuration particulier, qui s'appelle en YAML, qui contient tout simplement l'adresse du serveur, l'obstacle serveur. Ce client-là, c'est où se trouve le serveur par son adresse IP. On le mentionne une fois dans un fichier de compte dans chaque serveur. Ce fichier de compte servira plus tard, après, pour d'autres outils qu'on verra juste après. On peut difficilement faire plus simple pour pouvoir déclarer une instance et pour pouvoir déclarer la partie cliente sur une application. Globalement, lorsqu'on a déjà écrit un service, le fait de rajouter cette fonctionnalité Eureka Client, ça ne tient qu'à déjà déclarer dans le fichier POM les bonnes dépendances, mais surtout après, juste rajouter une seule annotation. Et en rajoutant une seule annotation et la configuration qui dit où est le serveur, on a déjà la partie cliente qui est opérationnelle. Et de la même façon, pour démarrer le serveur, c'est plus que trivial. C'est très très facilité par la partie Spring Cloud Netflix. C'est juste un peu plus verbeux si jamais on choisit de ne pas prendre cette dépendance Spring Cloud Netflix et de faire ça directement avec les solutions de Netflix. Mais comme il existe ce projet côté Spring, si jamais vous êtes dans un cadre de développement d'applications avec Spring, autant ne pas se priver et profiter de ces facilités de développement. Ingrédient numéro 2, la tolérance à la panne. Donc on l'a évoqué tout à l'heure. Il faut l'accepter, la panne d'un service c'est naturel. À un moment donné ou à un autre, il va y avoir un problème, quel qu'il soit, et une instance de service va faire défaut. On ne va pas réussir à la contacter, elle est dans les choux, elle a ralenti pour je ne sais pas quelle raison, ou quelque chose a cramé, un petit peu comme en bas. Donc la communication à un moment donné va échouer, parce que les services sont faits pour être appelés, ils ne sont pas faits juste pour être instanciés. Donc la communication ne va pas pouvoir s'établir, pour différentes raisons comme je l'ai cité. Donc on peut avoir une instance qui est tombée tout simplement, il y a eu une erreur fatale et le service n'est plus là. Il peut y avoir aussi un problème de communication qui vient du tuyau. Il peut y avoir un problème de coupure réseau, un équipement qui tombe entre les deux services. Ou il peut y avoir d'autres problématiques du type latence excessive. On essaye de contacter un service, le service est un peu à la peine. Il a posé un genou à terre et il répond en 20 secondes. 20 secondes, c'est inacceptable compte tenu du SLA qu'on a sur cette feature-là. Du coup, il va falloir qu'on l'abandonne, qu'on génère un timeout à ce moment-là et qu'on lâche l'affaire et qu'on n'attende pas forcément qu'il réponde mollement au bout de 20-30 secondes. Donc, de base, la création d'une architecture distribuée, ça doit être fait pour intégrer la panne, supporter la panne, tolérer la panne, avoir la capacité de prendre en compte la panne comme un fonctionnement nominal, et pas comme une exception que l'on ne souhaite jamais voir et on croise les doigts pour qu'elle n'arrive pas. Ça va arriver, donc autant s'y préparer. Donc là encore, il y a une recette qui sort de l'étagère Netflix. La solution s'appelle Istrix. Istrix, c'est un composant qui va vous offrir deux choses qui sont relativement proches. D'une part, la tolérance à la panne, lorsqu'il y a vraiment un défaut de communication avec un service tiers, mais d'autre part aussi la tolérance à l'affaiblissement, à la latence excessive. On ne va pas forcément attendre qu'on ait un message d'erreur qui revient ou alors un timeout du service en face, on va plutôt potentiellement déclencher sur une latence excessive. On va pouvoir fixer des seuils, dire voilà, au-delà de 100 millisecondes, c'est un petit peu dur, on va dire 200 millisecondes. Si jamais il n'y a pas eu de réponse, on considère l'instance comme malade, déficiente, et donc du coup, on passe à autre chose. Donc Istrix, comment ça fonctionne pour assurer cette tolérance à la panne et à la latence? Ça a fonctionné en mode disjoncteur, comme dans le tableau Istrix chez vous.
À ceci près que chez vous, quand vous disjonctez, il n'y a plus rien qui marche. Donc là, ça va être un peu mieux, ça va être un disjoncteur plus. Globalement, quand il est up, tout fonctionne bien. Et lorsqu'il disjoncte, il y a possibilité de passer sur un scénario dégradé. Ce qu'il n'y a pas sur le panneau électrique. À moins que vous ayez un groupe électrogène. Donc, ça va détecter une erreur peut-être un problème de communication sévère ou un problème de communication moins sévère comme une latence excessive, pour pouvoir arbitrer, choisir dans quel mode il se met, le mode nominal ou le mode dégradé. Pareil, si on devait schématiser un peu comment ce circuit de vecteur fonctionnerait, comment le script réagirait à la réception d'une requête. On a ici une commande script, on fait par la petite carré bleue, qui va, lorsqu'elle va recevoir la requête, va calculer son état, savoir si le service est capable de recevoir la requête et du coup d'exécuter la commande. Si la commande est exécutée, on va lancer dans le run. Après le run, on va vérifier si la commande a bien terminé ce exécuter. À ce moment-là, si ça fonctionne, la commande se termine, elle est exécutée, on renvoie la donnée et on attend la requête suivante. Si jamais la commande ne s'exécute pas, à ce moment-là, le circuit s'ouvre et on arrive sur une méthode qu'on appelle fallback. Un comportement par défaut dans le cas où la commande ne serait pas capable de s'exécuter. Ou une sorte de bytecode. Et à ce moment-là, la fallback est exécutée. Si elle n'est pas exécutée non plus, voilà. Si je devais donc vous montrer encore un petit code simple avec Speed, voici ici la déclaration de classe. Donc, quel type d'activité on va voir simplement la notation des circuit breaker. Et il y a deux façons de déclarer des commandes. Soit on a deux méthodes qui sont dans le service. On rajoute cette notation fallback méthode qui désigne la méthode fallback qu'on aura exécutée si jamais elle se déclare. Soit dans cette classe-là, en mettant notre classe sur ce type de commande, et du coup à l'intérieur, la classe a sa méthode run et sa méthode getFallback. J'ai relevé. Troisième ingrédient, le contrôle des flux. Alors, le contrôle des flux, je reviens un petit peu dessus, sur le concept. L'idée, c'est de pouvoir, lorsqu'on reçoit un certain nombre de requêtes, être en capacité de faire des arbitrages, de l'enrichissement sur la requête ou du traitement a posteriori. C'est illustré par un certain nombre de cas fonctionnels. Assez souvent, on a besoin de faire de l'A/B testing, de pouvoir éprouver une nouvelle fonctionnalité, mais sur un périmètre limité d'utilisateurs. Soit de façon totalement aléatoire, on va prendre par exemple 3% des utilisateurs parmi le nombre des requêtes, donc 3 sur 100 qui arrivent, ou alors on va essayer d'être plus précis, on va dire bah, voilà, je veux éprouver une feature, mais je veux l'éprouver que sur un sous-ensemble d'une population bien particulière. Donc il va falloir être en capacité d'analyser les requêtes, d'en extraire quelques informations discriminantes et de dire bah, voilà, toi tu es éligible aux 3% ou tu n'es pas éligible aux 3%. Et je t'envoie sur la nouvelle feature, le temps qu'elle se rôde, on regarde si tout se passe bien, s'il y a de satisfaction, enfin ça dépend de la finalité que l'on souhaite obtenir par l'A/B testing, mais souvent cette fonctionnalité-là est très importante. Ça évite de faire des bascules Big Bang et de dire bah voilà, on passe avec une nouvelle version, et puis on se rend compte que soit ça marche pas, soit ça ne satisfait pas le client, et auquel cas on est obligé de rollbacker l'ensemble. C'est un peu plus discret, un peu plus élégant de tester sur une petite population, et lorsqu'on est sûr de notre coup, on fait un déploiement massif. L'intérêt aussi de contrôler les flux qui arrivent sur votre architecture microservice, ça va être de poser un premier filtre de sécurité. La sécurité, ça va prendre plusieurs aspects. Il va y avoir déjà une dimension autorisation, qui est donc la personne qui est en train d'appeler mon API ou mon application. Il va y avoir aussi le volet autorisation. Une fois que j'ai identifié la personne, c'est bien, mais maintenant, a-t-elle le droit de faire ce qu'elle est en train de demander? Et puis, ce qu'on trouve assez régulièrement dans la gestion d'API qui sont exposés, c'est la gestion de quotas. Bon, ok, un tel, il m'appelle, il a le droit. Je le connais, il a le droit. Par contre, ça fait 10 000 fois qu'il m'appelle en 3 minutes. Là, peut-être qu'il n'a pas le droit. Là, peut-être qu'il est un peu over quota. Il va falloir lui renvoyer un message qui lui explique que globalement, il faut qu'il paye plus cher s'il veut faire ça. Donc la sécurité, voilà, j'ai mis dans la sécurité ces différents aspects. Après, lorsqu'un flux, une requête entrante arrive,
on peut avoir un besoin de routage spécifique. On va pouvoir dire, bah voilà, selon le pattern de l'URL que je viens de recevoir, eh bien, la requête, elle part là-bas. Ou alors, eh bien non, elle part de l'autre côté. Donc cette notion de routage en point d'entrée, ça va être important. On peut vouloir aussi transformer des flux. Dire, OK, c'est tel type de terminal qui est en train de mapper. Il va appeler le même service que l'autre, mais comme il a une spécificité, je vais faire quelque chose. Soit je vais enrichir le message parce que je sais que venant de ce terminal-là, il y a moins d'informations qui arrivent, soit je vais enrichir la réponse et je vais dire, bon, OK, il a besoin que je lui fasse 2-3 trucs pour que ça fonctionne mieux. Je pense au mobile. Et donc, du coup, on va pouvoir faire des transformations sur les flux. Ça peut avoir un intérêt. Autre intérêt aussi d'intercepter des flux sur votre architecture, c'est de se dire, OK, il y a une requête qui rentre, mais techniquement, cette requête, pour pouvoir l'honorer, il faut que j'appelle 2, 3, N services. Donc, en fait, je me mets en proxy, j'intercepte la requête, et derrière, je fais l'appel des différents services nécessaires pour honorer cette demande, et je retourne la réponse. D'un point de vue extérieur, on a fait un seul aller-retour. Globalement, à l'intérieur de votre architecture, il s'est passé d'autres choses. Donc, contrôler les flux, c'est ça que ça signifie. C'est pouvoir avoir cette capacité d'interagir sur les flux entrants et sur les flux sortants. Donc, Netflix a créé pour ça une autre solution qui s'appelle Zuul, comme vous voulez, qui est très très méchant, mais qui pourtant rend de très très beaux services. Donc derrière, ils ont défini pour illustrer Zuul cette notion de edge service. Donc les services qui vont être en périphérie de l'architecture sur les points d'exposition publique. Globalement, c'est les points d'entrée vers votre archi. Donc Zuul va exposer l'API publique de votre architecture et va constituer un service stateless. Donc ça va être le point d'entrée stateless de votre archi. Et derrière, il va permettre quoi? Il va permettre de définir d'une part les routes. On m'appelle depuis l'extérieur avec tel pattern d'URL. Alors en interne, je vais router vers tel service. Et on va aussi pouvoir définir un ensemble de filtres. Donc les filtres que je citais avant, qui vont pouvoir faire des traitements pré- et post-requête. Donc sur la requête entrante et sur potentiellement le message sortant. C'est vous qui choisissez la nature du filtre. Et ensuite, c'est vous qui développez le contenu et donc les actions que vous allez vouloir faire sur les flux. Donc là, on peut se dire, OK, Zuul, c'est bien, mais on peut faire ça avec d'autres solutions. On n'est pas forcément obligé de piocher chez Netflix. Qu'est-ce que Zuul apporte sur la table qui peut être intéressant, hormis le fait que ça s'intègre bien avec les autres petits copains de chez Netflix. Et déjà, il y a une fonctionnalité qui est intéressante, c'est le chargement des filtres à chaud. Lorsque vous créez un filtre, par exemple, vous voulez faire de l'A/B testing. Le marketing descend chez vous, il dit, bah voilà, il y a une nouvelle feature, a priori elle est prête. Je vais la tester sur ce panel-là d'utilisateurs. OK. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête tous les edge points de l'architecture, c'est dommage, ça va faire une interruption de service, ou alors on utilise la fonctionnalité de rechargement à chaud. Ça, c'est un petit peu plus sexy. On dit, bah, OK, on ne va pas interrompre le service, on va relivrer une nouvelle version de filtre, et globalement, Zuul va prendre en compte ce filtre et l'appliquer. Derrière, Zuul va embarquer des fonctionnalités de load balancing. Globalement, lorsqu'une requête entre et qu'il envoie vers une instance de service, il va s'appuyer sur une stratégie de load balancing pour dire, bah, OK, je ne balance pas toujours vers la même instance, mais selon une règle que vous choisissez, par défaut celui des round robin, comme partout, eh bien, j'arrose telle et telle instance. Bien évidemment, pour connaître les instances qui sont up, il va faire comme tout le monde. Il va demander à Eureka. Donc, Zuul s'intègre aussi à Eureka. Donc, il a la capacité à savoir, sur cette stratégie de routage, qui allait challenger. Et autre point intéressant, il va pouvoir aussi utiliser Istrix, qu'on a vu précédemment. Donc, si jamais ça capote, il va pouvoir downgrader le fonctionnement et passer en plan B. Et donc, on voit là qu'en choisissant cette solution en tant que point d'entrée sur votre architecture pour contrôler les flux, vous commencez à mettre à profit les autres briques de la recette. Encore une fois, c'est assez simple de faire créer ce serveur Zuul, au moins, ça se boxe toujours, rajouter cette annotation sur le chat, une analyse proxy. Et ça, ce fichier-là, donc on va en parler tout à l'heure, c'est un fichier YAML, avec ici la déclaration des routes. Ça, c'est pour un service en particulier, comme c'est dans les produits services, pour exemple. Le path ici correspond à une query qui pointe sur le service et son service. En dessous, il y a une liste de chemins vers des filtres. Alors ici, c'est sur des filtres qui sont dans le path system, et on en a parlé tout à l'heure. C'était l'un des avantages de Zuul de pouvoir utiliser ces filtres. Zuul permet de charger ces filtres de façon dynamique, sans avoir à relancer le serveur entier, donc sans downtime. Pour cela,
ces filtres sont écrits dans un langage dynamique. Là, ça a été ceux qu'on a utilisés ont été écrits en Groovy, qui c'est presque du Java. Et donc, dans cet exemple-là, ils ont été mis dans le file system. On verra tout à l'heure qu'on les a mis ailleurs dans le file system, mais dans un autre système de persistance. Je ne vais pas vous spoiler, mais tout ça va. Hop, suspense. Ah bah, je vais vous spoil. Gestion des filtres avancés, donc ce que je disais il y a 2 secondes. L'outil qu'on a utilisé est toujours de chez Netflix, qui s'appelle Astianax, pour faire la conversation entre le Cassandra et les services, les Zuul notamment. Astianax est un client Java Cassandra. Et donc il permet de récupérer en base des filtres et les charger en Zuul directement. Les filtres sont écrits par les services eux-mêmes, en utilisant l'API de Zuul de base. Il n'est pas fourni par contre par Spring. Spring Cloud englobe que cette partie serveur sans cette fonctionnalité du système de pool. Il permet aussi donc de faire du stockage sur un système unique distribué aisément. Et enfin, simplification d'administration des filtres. Tout simplement. Là, on voit en fait que si jamais chaque instance de Zuul devait stocker sur son propre file system l'ensemble des filtres, lorsque vous voulez en déployer un nouveau, il faut que du point de vue Ops, vous mettiez en œuvre toute la mécanique qui fait que vous allez copier n fois les mêmes filtres et donc vérifier qu'ils sont bien copiés. Le fait de s'appuyer sur un data store qui va être dédié à ça, qui va être distribué, ça permet de déposer une fois le filtre et toutes les instances de Zuul, qu'il y en ait 1 ou 20, plus, vont pouvoir les taper directement dedans. Et donc ça simplifie grandement l'administration, le déploiement et la mise à jour des filtres. Donc le dernier ingrédient de notre recette de ce soir, ça va concerner toute la partie monitoring, supervision. C'est relativement important de savoir comment tout ça fonctionne. Lorsqu'on met en place une application, que ce soit microservice ou non, vérifier l'état de santé de la dite application, c'est quelque chose de très important. Ça l'est encore plus, je dirais, dans une architecture microservice, où derrière, on va vraiment être tributaire de l'état de santé de chacun des acteurs, et les acteurs vont être dans un nombre relativement important. Donc, il va falloir savoir comment se comporte chacun. Derrière, il faut aussi avoir cette capacité un peu plus fine de pouvoir zoomer sur une instance en particulier qui pourra avoir un petit problème à un instant T. Et donc, il faut que l'outillage qui est proposé permette non seulement d'avoir une vue agrégée de l'ensemble, mais une vue aussi unitaire, atomique. Derrière, c'est bien d'avoir un tableau centralisé plutôt que d'essayer d'avoir une vision unitaire. Lorsqu'on a 2 services, on peut se connecter sur l'un, regarder son état de santé, se connecter sur l'autre et regarder son état de santé. Quand on a 400, en 400 instances, on ne fait plus la même chose. On préfère avoir une version agrégée de l'ensemble du fonctionnement et au besoin, aller voir localement s'il se passe quelque chose. Donc il faut qu'on ait une structure pour supporter cette partie gestion de l'état de santé qui soit adaptée à la nature d'une architecture microservice. Donc la réponse, ça vient encore de Distrix, mais cette fois-ci du pan dashboard. Tout à l'heure, on a parlé de Distrix comme le composant disjoncteur, donc le circuit breaker. Là, derrière, il a une autre fonctionnalité qui fait qu'à chaque commande Distrix va remonter une information sur est-ce que ça s'est bien passé sur l'appel, combien de temps s'est écoulé avant d'avoir une réponse, quel est l'état de la commande à l'instant T, est-ce que je suis en état nominal ou est-ce que je viens de disjoncter et je suis en état dégradé. Et donc, toutes ces informations-là qui sont connues de la commande, elles sont mises à profit et elles remontent localement sur chaque service dans un dashboard. Donc, on va pouvoir voir dans votre service, qui contient potentiellement plusieurs commandes, l'état de chaque commande, l'état de chaque disjoncteur associé à une commande. Vous voyez ça vraiment comme des disjoncteurs au panneau, il y en a plusieurs, ils sont dans des états différents, et sauf que là, on a des métriques qui remontent. Donc c'est plutôt bien, parce que globalement, qu'est-ce que ça signifie? Vous avez mis des commandes Distrix parce que vous vouliez avoir de la tolérance à la panne, et bonus, vous avez en plus des stats sur vos accès qui viennent de ce dit composant. Donc chaque commande a ses propres stats. Vous avez une information sur l'état du circuit, vous savez s'il est en train de fonctionner en mode dégradé ou en mode nominal. Et derrière, ce que je disais juste avant, si vous le couplez à une autre solution de la stack Netflix qui s'appelle Turbine, vous allez pouvoir aussi agréger les choses. Imaginez que vous ayez un service, que ce service, vous le lanciez sans instance de ce même service. Ça serait sympa d'avoir un dashboard avec une vue service et pas une vue instance. Sinon, il va falloir 100 fois aller voir les choses. Avec Turbine, il va y avoir cette capacité d'agrégation et dire, bah voilà, pour le service, et c'est n instances, 1, 2, 100, eh bien, j'ai une version consolidée et je vois globalement
les temps moyens d'accès, le nombre de pannes qui ont été rencontrées sur les instances. Et après, on peut avoir plus de détails en allant voir sur les instances en propre. Mais Turbine va permettre d'agréger tous les flux d'informations des différentes commandes Ustrix. Donc l'avantage, c'est que ça va offrir relativement gratuitement une vision de l'état de santé de votre architecture, en tout cas des commandes et donc des interactions entre services, qui est quand même un point névralgique. Et il va y avoir cette capacité aussi, avec une mise en œuvre de Turbine, et on va voir que ce n'est pas très compliqué, d'avoir un niveau d'agrégation qui va faciliter la lecture lorsque votre architecture commence à être de taille assez conséquente. Donc, encore une fois, c'est assez simple de lancer une instance Ustrix. Alors, le dashboard est avec une application à part, comme le serveur dessus, le serveur log, par exemple. Il suffit simplement d'interposer cette annotation pareil, avec le bon starter, de sortir Express dashboard en pomme. Et du coup, l'application sera presque automatiquement branchée au dashboard, à l'instance du dashboard de Ustrix. Et ici, c'est une façon aussi tout aussi simple d'expliquer que ce service-là fera partie par la suite, agrégé par les autres, parmi toutes les instances de ce service, pour un seul indicateur du côté du dashboard, grâce à Turbine. La notation enable Turbine. Là, on a un exemple juste après. Alors ici, il y a 4 commandes différentes, et 4 services différents. Ça représente juste le service, on va dire, au-dessus, entre guillemets. Ici, 4 graphiques, 4 services différents. Il y a plusieurs instances du même service. Du coup, ils ont été agrégés pour qu'on puisse voir simplement avoir une vue globale sur la santé des services. Et donc, on a ce graphique qui est en temps réel, avec un petit rond qui est coloré. D'ailleurs, si ça va bien, orange, si ça va pas trop bien, rouge, si ça pète. Et du coup, le circuit s'ouvre. Et on a un retour en temps réel de la santé de l'application. Donc globalement maintenant, vu qu'on a vu les 4 ingrédients pour la recette, l'idée c'est de voir l'ensemble. Comment tout ça, ça fonctionne dans une architecture, même si elle est relativement modeste, au début en tout cas. Comme on l'a dit, l'idée de Zul, c'est de contrôler les flux entrants sortants. Donc on le met en tête de pont, c'est le composant d'entrée sur lequel les requêtes vont arriver. Ensuite, Zul, on a dit, a 2 responsabilités, le routage et le filtrage. Donc potentiellement, on va pouvoir appliquer différentes stratégies en fonction des patterns des requêtes entrantes. Là, dans l'exemple, ici, on voit 2 flèches jaunes qui sortent. Donc, on imagine derrière qu'il va travailler en mode de proxy. Et donc, derrière, il va souhaiter juste abstraire de l'appelant le fait qu'il y ait 2 appels nécessaires pour répondre à la réponse, à la demande initiale. Donc, une requête arrive. Derrière, ça va déclencher un appel sur un service A, un appel sur un service B. Chacun des services de votre architecture, c'est préalablement enregistré auprès d'Eureka, comme on l'a dit, grâce à la brique client. D'ailleurs, Zul a été en capacité d'envoyer vers une instance de A et une instance de B parce que il s'est appuyé aussi sur Eureka pour savoir quelles étaient les instances top à l'instant T. On voit que dans ce cas particulier, service B est dépendant de service C. Donc pour pouvoir répondre ici, il va d'abord falloir continuer le chemin et aller de B à C. De la même façon, donc B va devoir trouver une instance de C qui est up à l'instant T. Et toujours la même stratégie, il demande Eureka qui est up à l'instant T. Et il trouve une des instances de C et il va permettre de produire la réponse, forger sa réponse à B et la retourner ici. Potentiellement ici une transformation, un filtre spécifique, beaucoup de choses, et la réponse peut sortir. Donc pour schématiser, on peut avoir une architecture qui ressemble à ça. Ça n'a pas mis de plus, hein. Donc on a présenté juste avant 4 ingrédients. 4 ingrédients, c'est bien, c'est suffisant, mais on peut aller au-delà. Potentiellement, ça peut déjà permettre de construire encore plus avec Cloud Netflix une architecture rapidement. Mais derrière, Netflix OSS, comme on l'a dit, c'est des dizaines de projets. Tous ne sont pas forcément utiles. Il y a des projets qui sont sur le big data, sur le traitement de gros volumes, notamment des métriques, qui ne seront pas forcément utiles dans un premier temps. Mais après, on peut aller chercher d'autres projets et les rajouter à la recette et enrichir un petit peu la recette à 4 ingrédients pour en ajouter un 5e, un 6e, etc. progressivement. Parmi ces ingrédients, on va pouvoir se pencher par exemple sur le composant Ribbon qui fait du load balancing. Dire, voilà, quand j'appelle un service, je vais avoir le contrôle total de la stratégie de load balancing lorsque B appelle C et pouvoir mettre en place des stratégies bien spécifiques.
Eh bien, un load balancer, le composant côté client de load balancing que Netflix propose s'appelle Ribbon. Il est aussi supporté par Spring Cloud Netflix, ce qui facilite d'autant plus sa mise en œuvre. De la même façon, on peut se dire, bah voilà, c'est bien, j'ai un annuaire pour l'ensemble de mes services. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une conf centralisée pour pouvoir configurer mes services lorsqu'ils démarrent, par exemple, ou recharger une configuration à chaud. Que de la même façon que j'ai un catalogue de services disponible à un instant T, bah, que je puisse avoir une configuration centralisée. Donc Netflix propose encore autre chose qu'ils ont mis en œuvre, qui s'appelle Archaeus, qui va permettre d'avoir un serveur de configuration centralisé avec lequel Spring va aussi pouvoir se plugger, toujours via le même module, et rentrer les variables de configuration issues d'Archaeus dans la notion d'environnement à Spring. Ensuite, il y a pas mal de projets qui peuvent servir aussi pour stresser votre architecture, être sûr qu'elle fonctionne bien. C'était évoqué un petit peu par Gilles tout à l'heure qui disait que de temps en temps, des acteurs s'amusaient à débrancher sauvagement pour voir si on était bien résilient et que globalement tout tombait pas. De la même façon, Netflix propose une armée d'utilitaires. La plupart, elles sont taillées pour un usage sur Amazon Web Services, mais vous pouvez les utiliser pour certains en dehors de ce contexte-là, ou, puisque c'est open source, voir dans quelle mesure vous ne pouvez pas les adapter à votre fournisseur de solutions cloud. Et après, bien évidemment, on peut intégrer d'autres solutions, ce qu'on avait fait nous dans notre expérimentation, où du coup, pour concentrer les logs et avoir un traitement des logs centralisé sur notre architecture, on avait mis une stack ELK assez traditionnelle, et en fait, on faisait la collecte de l'ensemble des logs de tous nos services pour avoir une analyse à un point unique. Voilà, donc 4 ingrédients peuvent suffire, mais derrière, il existe d'autres ingrédients bonus sur lesquels vous pouvez vous appuyer. On a fini avec cette recette, donc j'espère qu'on vous a convaincu qu'on pouvait faire avec 4 ingrédients autre chose qu'un cappuccino, et qu'on pouvait aussi bâtir une architecture microservice.